y a une règle dans le théâtre ou dans le spectacle où il y a une règle de convivialité qui dit qu'on ne peut pas parler à quelqu'un si on ne voit pas ses yeux. Voilà. Et donc il y a une règle comme ça qui dit qu'au-delà d'un certain nombre, on ne peut pas, vous voyez, transmettre une émotion. Au même titre qu'on ne peut pas non plus avoir un champ trop large, vous voyez, parce que s'il faut que je regarde dans les yeux, là et là, vous voyez, ça va être très compliqué. Et il y a une autre règle, qui est une très belle règle, qui dit qu'au-delà de 16 mètres, un cercle n'est plus un cercle humain. Donc vous amuserez à marcher dans les églises ou dans les cirques. C'est entre 13 et, on va dire, 16 mètres 28 ou 16 mètres 30. Et là, le cercle fait 30 mètres. Ici, 20 mètres, pardon, excusez-moi. Et donc, du coup, vous voyez, on va devoir se mettre en retrait, ce qui est assez compliqué parce qu'on va quitter un peu ce regard ou cette intimité avec vous. Et on va faire donc une conférence qui est très particulière puisqu'on va mélanger musique et paroles. Et on va essayer de comprendre ce qui n'existe pas dans l'architecture, c'est que le son dans l'architecture est en général assimilé au bruit. Vous voyez, on doit se protéger du bruit. Donc on rend étanches les bâtiments pour ne pas entendre de bruit et on met à l'intérieur des bâtiments des absorbants pour éviter la réverbération et la perception du son. Ce qui fait qu'on a l'impression d'être sourd, ou quand c'est mal fait, on entend trop de bruit, si vous voulez. Et donc là, on va faire un entretien qui va être assez compliqué, mais en même temps qui va être très, comme ça, balancé entre musique et architecture. Et comme moi, la Grange au Lac, je l'ai faite avec Tchou, donc Albert Tchou, et que Albert est très particulier. Vous allez voir, quand il va expliquer comment il m'a corrigé, ou tout au moins comment il m'a complété, comment il m'a nourri, la Grange au Lac est un bâtiment très particulier. Il a été fait par un musicien, Slava Rostropovitch, qui voulait un bâtiment comme Yehudi Menuhin, mais en même temps, il ne voulait pas une tente, parce que Yehudi Menuhin à Stade avait une tente, et il dit comme ça, mais oui, mais moi, c'est une tente en bois. Et donc, quelqu'un me dit, mais est-ce que la tente en bois, ça existe? Je dis, oui, c'est une grange. Il dit, mais en fin de compte, je veux une grange. Mais non, je veux une dacha. Et donc, en faisant comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et après, il a dit, mais moi, je veux la même chose que le Musikverein de Vienne, et je veux la même chose que le Concertgebouw d'Amsterdam. Et puis, il a commencé à décrire toutes les salles de concert qu'il aimait. Et donc, c'était plutôt pour dire, dans ces endroits-là, j'ai joué ou j'ai ressenti quelque chose. À toi de comprendre ce que j'ai ressenti. Et alors, du coup, je l'ai raconté à Tchou, cette histoire, et Tchou, quand il se déplace, il fait des croquis, il fait des dessins, il repère, il mesure, il écoute, il discute aussi bien avec un technicien qu'avec un public, un musicien. Et donc, c'est lui qui a fait cette synthèse de ce que pourrait être, en effet, un bâtiment possible. Voilà. Et le programme, ça n'a été que ça. Et donc, c'est pour ça que, comme on est dans une université où il y a un département architecture, on peut dire que le programme tenait en 4 lignes, et le principal du programme, c'était la confiance déléguée. Il fallait que, demande, que je l'entende, que je le transmette, et que le transmettant, quelqu'un le corrige, que le bureau d'études l'intègre, que le constructeur le comprenne, et que le public et le musicien. Donc c'est une chose qui arrive très rarement dans l'architecture, très très rarement. Donc c'est un bâtiment très particulier. Alors du coup, je pense que c'est à toi, Lucas, de prendre la parole. Donc, parce qu'il y a autre chose de très particulier, c'est que c'est un étudiant-chercheur qui, profitant d'une disposition de l'EPFL, a pu aller à la Grange au Lac et a ressenti donc une émotion ou une envie de transmettre quelque chose et qui a fait ce travail de remonter. Et c'est peut-être grâce à lui et grâce à la commission culture de l'EPFL que ce soir on est là. Vous voyez, c'est assez drôle. Et ce soir on va reprendre le bateau, mais peut-être qu'on se reverra. Voilà. Donc peut-être qu'on se verra au prochain festival. Et puis après, Philippe Bernard, ça a été très drôle parce que c'est un quatuor qui est venu pour réouvrir la Grange au Lac, parce que comme Rostropovitch était mort, Antoine Ribou mort, la Grange s'était éteinte, on pourrait dire que c'était un peu refermé. Et c'est donc un jeune quatuor qui a réouvert la Grange au Lac, qui a découvert ce bâtiment, et moi je leur ai tout de suite dit, je vous le laisse, c'est-à-dire je n'en veux plus. Et Philippe, après, a quitté le quatuor
pour en être donc le directeur artistique des rencontres musicales. Et ce soir, donc, on invite un jeune quatuor, parce que maintenant Philippe n'est plus jeune, et on invite un jeune quatuor. Et pour... non mais vous voyez, parce que la vie c'est une transmission. Et donc ce soir, on invite un jeune quatuor qui donc va dialoguer avec nous, alors qu'ils n'ont pas pratiqué la Grange au Lac. Mais peut-être que grâce à ça, ils viendront jouer à la Grange au Lac. Hein, Philippe? Absolument. Mais je pense que mon micro marche. Alors pas. Lucas, comment tu fais? Eh bien, alors juste quelques mots effectivement pour compléter ce que Patrick vient de dire. Ça me plaît bien parce que mon idée avec cette conférence qui allie musique et architecture, c'était de réfléchir ensemble à finalement qu'est-ce qui distingue un bâtiment, la Grange qu'on peut voir à Évian, et un lieu. Et un lieu, c'est beaucoup plus qu'un bâtiment. C'est plein d'acteurs différents. Et donc, ce format un petit peu bigarré vise à insister sur cette idée d'un lieu qui est plus qu'un bâtiment. Pour moi, la Grange, elle est indissociablement liée au fait de prendre le bateau, ensuite de prendre le funiculaire, et donc de préparer en quelque sorte le moment même de l'événement à la Grange-au-Lac, avec cette traversée du lac qui est quand même assez extraordinaire. Je pense que cette conférence, elle pourra répondre à de nombreuses questions, et j'espère que ça sera aussi réussi qu'on s'est donné de mal pour la concevoir. Alors Philippe. Génial. Ce que je voulais te dire, Patrick, c'est que dans des salles aussi belles que la tienne, en fait, on est tous publics. J'ai joué dans beaucoup de salles, et ce qui change dans les très belles salles, c'est que les musiciens sont publics. C'est-à-dire on est émerveillé par ce qu'on a, ce qu'on reçoit, les sens que ça éveille. Voilà. Donc j'ai le plaisir de vous présenter le quatuor Elmire, qui est un jeune quatuor qui est vraiment le représentant de la jeune garde française. Ils sont très talentueux, très prometteurs. Ils sont tous issus du CNSM de Paris. 4 garçons que vous voyez, donc il y a Cyprien au premier violon, Nam au second, Issé à l'alto, Rémi au violoncelle, c'était ça? Ouais. Et ils nous font le plaisir d'être ici. Ils connaissent très bien ta salle parce qu'ils ont entendu beaucoup de concerts à la Grange au Lac. Ils ont participé à l'atelier des rencontres musicales d'Évian. Et aujourd'hui, ils vont entamer leur programme avec une œuvre Langsamer-Satz, donc mouvement en allemand, d'Anton Webern, qui était un des très grands représentants de ce qu'on appelle la seconde école de Vienne, le dernier cycle de la domination germanique sur le monde musical. Cette pièce est un petit peu particulière puisqu'en fait, c'est pour lui un adieu réel au romantisme avant qu'il parte dans sa direction définitive que sera la tonalité, l'aphorisme, enfin voilà. Donc, le quatuor Elmire dans le Langsamer-Satz de Webern. Donc on va faire maintenant une pause, et c'est Chou qui va mener un peu le début là, du débat. Et le principe, c'est qu'il reste avec nous. Donc, mais un peu comme s'ils étaient en répétition, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de prendre des aises pour se remettre d'aplomb pour la suite, si vous voulez. Donc on va essayer d'avoir une conversation, justement, où la musique, Chou, Philippe et moi, on va tenter en une demi-heure, là, en 20 minutes, d'illustrer comment un projet naît, voilà, comment un projet dont la musique est au centre naît. Alors Chou, c'est à toi. Tu n'as pas expliqué l'histoire, ça? Ah, l'histoire, si vous voulez, c'est que Rostropovitch avait perdu sa nationalité, il avait été déchu de sa nationalité, et quand on a décidé de construire ce bâtiment, on avait décidé de lui construire comme une sorte de terrain extraterritorialisé, comme si on lui avait fait en France le lieu où il pourrait être, comme une ambassade, si vous voulez. Et après, il avait retrouvé juste un an avant sa nationalité. Et donc, je lui avais dit, on te fera une datcha qui sera faite de tous les bois du monde, et dedans, j'y mettrai des bouleaux russes que j'irai chercher dans ton pays. Alors, bien sûr, tout ça, c'était une histoire. Alors, on a fait les bois du monde, mais ça, tout le monde, même quand vous achetez un meuble chez Ikea, c'est fait dans le bois du monde. Mais on a cherché un endroit à côté d'Évian où on pourrait aller chercher les bouleaux. Donc ça, c'est au-dessus d'Évian. Et on a fait cette photo. On pourrait dire que cette photo est le projet. Et ça suffit, quoi, voilà. Quand on a fait ça, on a le projet. Et donc, on a mis un violoncelle qui n'est pas le sien. Et on a travaillé avec ça. Allez, à toi. On pourrait retenir, comme moi c'est un peu mon genre, je ne fais pas de plan, que quand il a fait les corrections, parce que j'avais fait que des croquis, en fin de compte, tu construis n'importe comment.
C'est un peu ça, quoi, en gros. Faut pas croire qu'il y a des choses géométriquement précises. Tu construis n'importe comment, et peut-être même en construisant différemment les choses, le bâtiment aura plus de qualité. Vous voyez, il l'a expliqué sur les caissons. Tous les tasseaux ne doivent pas être au même endroit. Il faut mettre des bois reconstitués avec beaucoup de colle. Il ne faut pas mettre que des bois naturels. Et éventuellement, il m'avait même dit, mais il l'oublie, tu utilises des clous ou des vis de longueur différentes, pour être sûr que la tension ou la réverbération que les panneaux allaient donner ou que les bois allaient donner. Après, il me dit, en fin de compte, tu fais raboter, et puis d'autres, tu fais des bois sciés, et puis des fois, tu fais des bois fendus. C'est-à-dire que, voilà. Après, pour les cariatides, quand il explique qu'elles ont reculé, c'est quand même, Tchouk a dit, il devrait y avoir de chaque côté des sièges, des parois verticales avec des circulations de l'autre côté des parois. Donc, en même temps, ça aide à rentrer sans être vu, et ça aide à rapprocher du public une paroi qui renvoie le son, et en même temps, c'est comme un piège derrière la paroi. Donc c'est assez drôle, c'est comme si une histoire, un récit d'un musicien, d'un acousticien, pouvait produire un bâtiment. Quand il a amené l'histoire de l'Alucobon, oui, moi, c'est comme si on m'avait dit, je sais pas, il faut que ce soit, je sais pas, des feuilles d'or. C'était impossible, moi, dans mon budget, de mettre de l'alucobon, et je n'avais pas envie de mettre dans un bâtiment en bois de l'alucobon. Donc, je suis allé chez Alu Suisse, et j'ai vu ce que c'était que de l'alucobon, et j'ai vu à la sortie donc de la fabrication, avant que l'alucobon soit laqué, et que l'alucobon, des fois, soit anodisé, comme on dit. Donc, j'ai pris un alucobon brut. Et comme des fois, il y a des panneaux qui sont abîmés quand ils sont fabriqués, j'ai pris les chutes. Donc, je ne l'ai pas payé. Alu Suisse était intéressé pour me donner les chutes. Et comme j'avais des chutes, j'avais des petits morceaux, j'ai fait un exercice, comment en assemblant ces petits morceaux, je peux faire une forme. Et donc, c'est comme ça que l'épi de blé est venu. Vous voyez, ce n'est pas une idée, on fait un épi de blé, c'est en assemblant un peu comme un tanagra des morceaux, quelle forme on peut faire. Et après, on a dit, ces objets-là, mettons, doivent être collés. Parce que Tchoud, il ne faut pas que ce soit vissé, il ne faut pas que ça vibre. Donc on les a collés, donc on a fait des cadres, on a pendu. Et c'est une sorte de dialogue permanent qui fait qu'entre un objet projeté pour atteindre un objectif qui est la musique, et non pas projeté pour atteindre un objet qui est l'exécution d'un dessin, c'est surtout pas ça, c'est comment un objet projeté, sans cesse, il se corrige pour atteindre l'idéal de l'objet projeté. Et pendant qu'il se projette, il se transforme. Et donc à un moment donné arrivent les lustres. Parce que Rostropovitch, on lui racontait ces histoires-là, parce que moi je lui racontais, je disais, bah écoute, ce que tu as raconté sur le Musique Veragne, c'est faux, en fin de compte c'est une tapisserie, il y a du plâtre, il y a du machin, il n'y a pas du bois et tout. Alors il dit, oh, ouais. Il dit, mais il y a des lustres. Il me fait un jour comme ça. Alors je dis, bah oui, il y a des lustres. Alors il dit, bah, je veux des lustres. Je dis, mais attends, mais je ne peux pas te payer des lustres comme ça. Et donc Antoine Ribaud qui était là, il dit, mais si Patrick, moi j'ai un ami, il va vous les offrir les lustres, il est très riche, il est à Murano, allez le voir et tout. Donc je vais à Murano, et puis je lui dis, voilà, je viens de la part d'Antoine Ribaud, et pour avoir des lustres gratuits. Le mec il dit, ah non, les lustres gratuits, ça, nous, c'est une discussion de fin de repas, ça, mais ça, c'est pas comme ça. Hein. Alors je dis, mais c'est quoi? Il me dit 20% peut-être. Je dis, mais moi 20%, j'aurais eu ça à Paris, donc c'est pas intéressant. Et pareil, je vois des poubelles pleines de morceaux de verre. Je dis, mais c'est quoi ça? Là, c'est tous les verres cassés. Quand on les fait comme ça, nous, on les jette, puis après, on les met, on les refond, quoi. Il dit, ça, qu'est-ce que je peux les prendre? Ah, bah, ça, je vous les donne. Alors, du coup, j'ai pris donc tous les objets cassés à Murano et je les ai assemblés. Mais ce qui est assez drôle, si vous voulez, c'est que comme je ne voulais pas faire un lustre, j'ai cherché à quoi je pourrais accrocher les morceaux de verre. Et comme j'avais un ami qui fait les crinolines au Lido, comme ça, donc je lui dis, mais est-ce que tu pourrais me fabriquer des crinolines? Il me dit, ah ben moi, des crinolines, j'en ai plein d'avance. Ça, c'est plus du tout la mode. Alors donc, c'est drôle parce que c'est comme un abat-jour. Donc ça ressemble à un abat-jour, mais ça ressemble à une cloche. Et donc, comme les verres que j'ai pendus, ça ressemble au gong de la cloche. C'est comme si en même temps, c'est comme des jambes de femme, comme ça, c'est comme une jupe, c'est comme un abat-jour, ce serait une grosse lampe, et c'est comme une cloche, quoi. Et donc, comme Rostropovitch, je voulais qu'il n'y ait pas de sonnerie à la fin des entr'actes, il voulait qu'il y ait une cloche. Donc j'avais été fondu une cloche à Grenoble, chez un fondeur de cloches, et du coup, après, j'ai trouvé que ça avait une logique, vous voyez. Et donc, c'est ça qui est assez drôle, c'est que les choses se rencontrent. Et donc, après, sont arrivés les bouleaux. On a dit, bon, on va faire un décor de bouleaux pour l'ouverture. Et donc, je suis allé chercher les bouleaux au-dessus d'Évian. Et c'est assez drôle, comme on les a coupés en mars, et que le festival était en mai, on a eu une montée de sève, et on a eu des feuilles qui sont arrivées pendant les concerts.
Donc, mais les feuilles étaient petites, toutes petites, parce qu'il n'y avait pas assez d'énergie, il ne fallait pas monter. Et donc, pendant très longtemps, les gens ont cru que j'avais planté les bouleaux, et que j'avais en effet gardé les bouleaux. Et donc, comme c'était aussi un message de construire un bâtiment dans une forêt sans couper d'arbres, de ramener des arbres que vous coupez ailleurs, que vous ramenez dedans, et dont les arbres ont des feuilles, c'est toujours une histoire qui entraîne une histoire. Et donc, aujourd'hui, les bouleaux, ils sont toujours... Et moi, ils m'ennuient, parce qu'en gros, quand le quatuor, donc Modigliani, ils sont arrivés, je leur ai raconté l'histoire que je vous raconte. Ils disent « Ah, les bouleaux, tu n'y touches pas ». Alors, je dis « Mais si, on va faire en sorte que lentement, on va remplacer les bouleaux par un autre arbre, sans que les gens s'en rendent compte. On va mettre un autre arbre et tout. » Et pour le moment, donc, il y a toujours les bouleaux. Il y a toujours les lustres. Et juste arrivé cette poutre tridimensionnelle, parce que les techniciens pensent qu'il faut un éclairage au-dessus, ce qui n'est pas vrai. On pourrait avoir des éclairages latéraux. Et on a refait cette année, donc avec Jean-Christophe Denise, juste la scène, parce qu'elle était abîmée. Mais on pourrait dire que quand même, un bâtiment, vous voyez, en bois, comme une grange, parce que si on ramenait au prix, vous voyez, ce bâtiment, à l'époque, il a coûté donc 6 millions de francs. Alors il pourrait coûter, on va dire, 5 millions d'euros aujourd'hui, pour 1200 places, dont le chantier a duré, en fin de compte, 9 mois. Voilà, puisqu'on a eu l'ordre de le faire en juin, et on l'a livré pour le mai de l'année suivante. Et, donc, et tout ce bâtiment est comme ça. Le permis de construire est comme ça. C'est le pompier qui défend le bâtiment, au prétexte qu'un bâtiment en bois, il n'y a pas d'asphyxie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc tout ce bâtiment est comme ça. Et l'acoustique peut apparaître, en effet, comme disait Rostropovitch, elle est vibrante, elle est fringante. Mais voilà, c'est tout l'intérêt, c'est de jouer dans un bâtiment et que ce bâtiment a une personnalité et qu'on ne sait pas qu'on s'adapte, et en fin de compte, on s'associe à la personnalité. Et il donnait toujours comme exemple, quand je joue dans une église, c'est en pierre, il fait froid, je ne sais pas quoi, il y a des vitraux ou des verres, et quand je joue aux musiques Verlaine, c'est comme ça et tout. Et en fin de compte, je me suis rendu compte à la fin que quand il avait donné ces exemples, il les a donnés non pas pour qu'on copie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il les a donnés pour montrer que peut-être tout était possible, parce que le plâtre, le verre, ainsi de suite, et quand Chou en a fait le relevé, ça démontre qu'il n'y a pas de règle, et que l'acoustique, c'est un art. C'est pas, on peut mesurer après, mais on ne peut pas le mesurer avant. Voilà, c'est comme une œuvre d'art. Enfin, elle est réussie comme un luthier, quand il peut prendre les mêmes bois pour faire un instrument de musique, et les instruments de musique ne sont pas tous pareils. Voilà, alors donc du coup, Philippe, dis-moi. Approche-toi de moi. Parce que comme on va alterner musique et discussion, et d'ailleurs après, ce qui serait bien, c'est qu'on échange sur ça, même si c'est un peu difficile, là, comme ça. Toi, donne un avis quand même un peu sur la... Alors, il y a plein de choses. J'ai un avis sur ce que tu viens de dire. D'abord, ce que tu disais sur les instruments, c'est exactement ce que je pensais quand vous en parliez. Parce qu'évidemment, vous savez, aujourd'hui, on est dans une problématique, c'est qu'on n'arrive pas à refaire des instruments qui sonnent aussi bien que les instruments qui ont été faits il y a 300 ans. Tout à l'heure, vous parliez du Concertgebouw d'Amsterdam, du Musikverein de Vienne. C'est quand même que des salles sublimes qui sonnent magnifiquement. Mais si je ne me trompe pas, le métier d'acousticien, il n'existait pas à l'époque. Donc, comment c'était fait? Ma question, c'est... Alors, peut-être que tu ne voulais pas que je pose des questions, mais Si. Ce que je me suis demandé, c'est du coup, c'est quoi? C'est l'instinct? C'est-à-dire, comment vous... Non, moi, je pense que, si vous voulez, ce qui a changé dans la modernité, c'est qu'on n'a plus un savoir acquis et une intuition sur la matière que son métier transforme. Vous voyez, c'est comme si on disait, voilà, il y a des métiers, chaque métier a un règlement, un savoir par champ disciplinaire, et il n'y a pas de relation entre les choses. Donc, ce qui fait que quand Étienne Watelot, qui était donc le luthier préféré donc, de Rostropovitch, et quand Rostro voyait un instrument sur le marché et qui voulait progresser, il voyageait, il partait tout de suite en voyage avec Étienne Watelot. Il n'aurait jamais acheté, en fin de compte, un instrument de musique sans l'avis d'Étienne Watelot, et que quelquefois Étienne Watelot prenait un violon, en effet de 300 ans, et avec son couteau, il le décollait, c'est-à-dire qu'il passait sa lame et il le démontait, vous vous rendez compte, pour le réaccorder pour Slava Rostropovitch. Et donc, en fin de compte, il n'y avait pas de parole. C'est la confiance que Rostro donnait
à Étienne. Étienne, l'instrument qu'il avait, il y avait une sorte de... C'est naturel, voilà. C'est une chose naturelle. Et donc pour l'acoustique, c'est comme pour la scénographie, pour le décor, ainsi de suite, on n'a que des spécialistes qui ne se coordonnent pas. Alors, c'est vrai que Chu, c'est quand même très particulier. Enfin, on ne va pas le raconter ce soir, mais la vie de Chu est magnifique. Il est chinois, comme vous avez pu le comprendre. Et après, il est venu en Europe. Voilà, il a appris donc, dans une université chinoise, en même temps qu'il a appris l'architecture, mais en même temps, il a expérimenté. Il a construit des bâtiments. Donc, il s'est amélioré en expérimentant. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit d'expérimenter. Non, mais donc, pour te répondre, si tu veux, c'est peut-être que ce bâtiment, parce qu'il ne coûtait pas cher, parce qu'il était commandé par un privé, parce qu'il y avait une date obligatoire du festival, parce que toute cette confiance était déléguée, nous avons expérimenté. Mais on a expérimenté dans la joie, on n'a pas expérimenté au son du vent. Moi, j'ai jamais pensé que je raterais. Jamais. Vous voyez, alors que... Non, mais j'ai jamais pensé, je pensais que je n'atteindrais pas l'idéal, mais rater, non, parce que la liberté qu'on nous avait donnée ne pouvait pas faire qu'on allait rater, quoi. Et donc, Chu, en effet, moi, je ne le considère pas comme un acousticien. D'accord. Voilà, je pense que je le considère, si tu veux, comme un créateur dont le son, voilà, mais il est architecte et acousticien. Et moi, je suis un expérimentateur. Ouais, un expérimentateur. Vous voyez, c'est très particulier. Parce que tout à l'heure, tu parles de choses de salle, ça s'appelle boîte de chaussures. Oui, la boîte à chaussures. Étoile, long. Ça, c'est dans l'époque, c'est bon, mais pas très confort. Le jambe c'est un peu serré. Donc, dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est 95 cm entre deux rangs. Pour 2000 places, c'est plus grand. Donc, après le Berlin Philharmonic, changer, c'est pas boîte de chaussures, c'est la seule morphologie. Il y a d'autres, ça s'appelle Surround, c'est Vineyard. Donc maintenant, c'est Paris, Hambourg, partout, c'est d'autres formes. Et donc, pour la boîte à chaussures, donc, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'œil, et que moi, je n'ai pas voulu transiger sur ça. Il y a 65, il n'y a pas 95, il n'y a pas d'accoudoir. Donc, du coup, c'est pour être plus près, si vous voulez, c'est pour serrer le public et le serrer comme ça. Et après, j'ai copié un banc d'église dans lequel j'allais, et ce banc d'église était très particulier, parce qu'on y était bien. Et je l'ai relevé, et ce banc d'église a un angle d'ouverture de 92 degrés, et non pas 90, et il est levé de 5 degrés pour qu'on puisse en fait compte faire travailler sa cuisse et non pas le coccyx. Donc j'ai copié le banc. Vous voyez, c'est pas la peine de réinventer ou je sais pas quoi, j'ai copié le banc. Et donc du coup, tout le temps on me disait mais tu peux pas recevoir parce que Rostro disait bon la reine d'Espagne va venir, je sais pas quoi, Simone Veil est venue et tout, et jamais personne se plaignait parce que on y venait pour écouter de la musique. On n'y venait pas pour le confort. Et donc le confort, c'est justement peut-être de bien entendre la musique et de voir le musicien. Le reste, c'est un confort de consommateur. Bah moi, j'adore cette salle parce qu'elle déplace ça, ce côté instinctif énorme. Quand on parle de la manière dont cette salle s'est créée, on a l'impression qu'il n'y avait pas de plan du tout. Genre, tu sais, on t'a juste dit, il me faut une belle salle, tu as écouté 2-3 instructions. Nous, les musiciens, je pense qu'on a un rapport aux salles qui est un peu différent. C'est-à-dire évidemment, beaucoup moins connaisseurs. Par exemple, Chu, quand tu montrais tes croquis, j'avoue que c'est-à-dire, je comprends pas grand-chose à ce que tu racontes. Mais c'est mes limites. Hein. Par contre, je pense que nous, notre rapport aux salles et aux architectures de salles, c'est plus le répertoire, en fait. Parce que finalement, partout, tu vois, moi, j'ai passé ma vie sur scène, finalement, à explorer les différentes salles, les différents répertoires, et tout ce que j'ai ressenti, c'était qu'en fait, j'avais l'impression que beaucoup d'œuvres avaient été conçues en fonction de l'endroit où elles ont été créées. Alors par exemple, je pense à Haydn, tu vois, c'est pas pour rien, moi je suis quartettiste à la base, Haydn c'est le père fondateur du Quatuor, évidemment, et il était en Autriche, chez les Esterházy, et il y a un truc qui est très connu, c'est qu'il a donc composé bon nombre de ses symphonies pour eux, puisque là on parle quand même de salles de concert symphoniques, on est d'accord. Il a composé pour 2 résidences différentes. Il y en avait une qui s'appelait Esterházy et l'autre s'appelait Eisenstadt. Et l'une avait une réverbération très longue et l'autre avait la réverbération très courte. Et comme par hasard, toutes les symphonies qui ont été composées à Esterházy où la réverbération était très courte, les tempos sont beaucoup plus rapides. Donc je me dis que ça ne peut pas être un hasard. C'est mon opinion. Hein. Alors tu vois, je vais peut-être te faire un petit lien avec... J'ai compris, là, tu l'as vu arriver ? C'est digne de la télé, là. C'était pas très discret. Ouais. Non, mais alors, par exemple, on parle de Haydn. Et alors, du coup, quand j'ai su que j'allais être à côté de toi, ça m'a stressé. J'ai lu que la première vraie salle de concert symphonique
qui a existé et qui a été emblématique, ça s'est passé à Londres, qui s'appelait le Panthéon, à cause d'une forme de rotonde, je crois. Bon, maintenant, elle a été détruite en 1937. Mais elle a été créée en 1772. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est intéressant, enfin, en tout cas pour moi, mais aussi parce que l'œuvre que vous allez entendre ensuite a été créée par Haydn en 1772. Donc on est en plein dans la naissance des vraies salles de concert. On n'est plus dans le salon, on est dans la salle de concert. Et ce que vous allez entendre, c'est le mouvement lent d'un sublime quatuor qui est d'un des opus de Haydn. Il classait toutes ses œuvres par opus. L'opus 20, numéro 3. Le mouvement lent par le très beau quatuor Elmira. Voilà, je ne sais même plus ce qu'on fait maintenant. Vous voyez, mais on peut reprendre cette discussion à trois, si vous voulez, sur, justement sur cette spécialisation qui est quand même nécessaire, parce qu'il faut savoir les choses, mais cette non-coordination ou cette non-harmonie des choses sues. Vous avez vu quand même comment il joue. Enfin, je ne sais pas, Philippe, tu pourrais le raconter. C'est ces regards qui font qu'à un moment donné, la règle de jeu, vous vous rendez compte que c'est une interprétation, c'est un jeu devant vous ce soir qui ne se reproduira jamais comme ça, l'acoustique, vous-même, l'ambiance et ainsi de suite, et eux-mêmes, ce soir, vont se corriger par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils vont en tirer des leçons. Et donc, dans l'art, ça existe, dans la musique plus particulièrement, de prendre un texte pour le théâtre, de prendre une partition de 1792, vous voyez, de la rejouer aujourd'hui par des gens de cet âge, dans un bâtiment contemporain, devant vous. Et vous voyez, pourquoi dans certains secteurs ça marche et dans d'autres il y a eu la rupture. Et pour l'architecture, voilà, pour l'urbanisme, il y a eu une rupture totale. Comme si on n'avait pas le droit de s'appuyer sur le passé au prétexte que le passé était ringard. Voilà. Et donc, en effet, il faut s'appuyer dessus, il faut l'emmener, et quitte même à l'interpréter au plus près de ce qu'il a été, mais quand même, ce soir, il est rejoué, interprété, entendu, mémorisé, et on part avec. Donc comment on est dans une époque où nous aussi, on a un peu frôlé la rupture en musique. Je pense notamment depuis qu'il y a les enregistrements. C'est-à-dire que là, on parle d'œuvres qui étaient finalement jouées comme ça, au débeauté. Les musiciens arrivaient, à peine ils l'avaient lu. Hein. Donc c'était beaucoup plus simple, avenant, c'est-à-dire le principe concert n'était pas du tout aussi, tu vois, sclérosant. Ça peut l'être hein, pour quelqu'un qui n'est pas de ce milieu. Aujourd'hui, on est donc dans ce système d'interprétation. Finalement, ce qui fait qu'on est utile, ou en tout cas digne d'exister en tant qu'interprète, c'est justement le fait qu'on interprète, qu'on a notre propre vision de l'œuvre. Et il y a eu ces dernières années, en tout cas ces dernières décennies, une petite course à la perfection, ce qu'on pourrait appeler la perfection, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez entendre n'importe qui dans votre salon, un quatuor qui a 1 an d'existence est en compétition avec le quatuor Amadeus qui a enregistré ça quand il avait 25 ans. Et tous les jeunes artistes qui créent des disques ne tendent plus finalement vers une seule chose, c'est de se rapprocher de ce qui a été fait, au lieu finalement de penser en permanence à créer ce qui n'a pas été fait. Et c'est vraiment c'est un combat personnel qu'il faut mener quand on est musicien. Après, je pense que justement leur génération, moi je les sens beaucoup plus indépendants de ça. Et il y a une raison très simple en fait, c'est que le marché du disque s'est effondré. Et à partir du moment où les maisons de disques ne sont plus surpuissantes, tout simplement, je pense que les gens, justement, c'est le concert qui a pris à nouveau le dessus. Donc la créativité immédiate, ce que tu disais, l'adaptation permanente, le fait de s'adapter aussi à son public, à la salle dans laquelle on joue, tout ça. Mais bon. Mais alors, comme ça, on pourrait se dire, bon, il est vieux, quoi, il est ringard, et ainsi de suite. Toi ou moi? Moi. Ah. Non. Non, j'ai fait comme ça. Voilà, j'ai pas fait comme ça. Et si vous voulez, c'est parce que, on pourrait dire, la Grange au Lac, c'est en bois, ça peut ressembler à, certains ont dit, ça pourrait ressembler à un truc de bord d'autoroute, vous voyez, pour jouer, je sais pas, pizzeria, et ainsi de suite. Et donc, parce que construire en bois, c'est pas disant c'est comme ça, ou de faire un lustre, c'est comme ça, ou de s'asseoir sur un banc qui est comme une église, c'est comme ça, et ainsi de suite. Et en fin de compte, c'est faux. Et j'ai voulu en faire la démonstration que c'est un point de vue que j'ai sur l'architecture à l'heure actuelle, c'est qu'à Évian, il y a un autre bâtiment
Il y a d'autres bâtiments remarquables. Il y en a un qui est remarquable au sens qu'il est connu dans le monde entier et personne ne fait attention à ce bâtiment. C'est la buvette qui a été faite par Jean Prouvé, qui est donc à l'arrivée du débarcadère. Et donc c'est assez drôle, parce que personne ne mesure que c'est le bâtiment préféré de Jean Prouvé, alors qu'on n'arrête pas d'en parler partout. Que voilà, moi j'ai travaillé avec Jean Prouvé, j'ai créé une école avec Jean Prouvé, qui était une école donc expérimentale. Et quand je suis venu à Évian pour aménager le casino, je me suis mis en tête que je classerais la buvette de Jean Prouvé. Voilà, que j'arriverais par un moyen ou un autre un jour de classer la buvette, d'abord de l'inscrire, ensuite de la classer. Et un jour, donc, un ministre de la Culture, Jacques Lang, est venu en 84, et voilà, je l'accompagne, et je lui dis, il faut aller voir la buvette de Jean Prouvé. Marc Ribou était là, donc j'ai dit à Marc, tu prends en photo Jacques Lang devant la buvette de Jean Prouvé, et on fait en sorte qu'après on dit, tiens, le ministre a vu, et on classe le truc. Donc on arrive à classer la buvette de Jean Prouvé, ça n'empêche que tout le monde s'en fout, quoi. Et comme bon, elle est classée, mais on peut laisser mourir un bâtiment classé, quoi. Et donc, comme toujours, chez soi, personne ne fait attention. J'ai donc à un moment donné dit, il faut que je trouve de passer le lac et de donner à l'EPFL, en fin de compte, qu'il y a voilà, un savoir ou un regard ou une compétence pour faire un travail sur la buvette de Jean Prouvé, pour éventuellement que Danone regarde la buvette de Jean Prouvé autrement. Et si vous lisez ce livre qui a été fait donc ici, et qu'on relate, je l'avais oublié, les propos de Jean Prouvé, en fait, compte, il y avait une intuition constructive chez Jean Prouvé qui était liée à la matière qu'il avait lui-même touchée parce qu'il avait été forgeron. Vous voyez, c'est une intuition constructive qui l'amène à innover sur le plan structurel dont le calcul ne vient qu'après. Le calcul essaye de conforter l'intuition et éventuellement pour pouvoir avoir l'autorisation de construire. Vous voyez, c'est un peu comme pour la musique. Vous voyez, c'est cette intuition. On a totalement perdu dans notre comportement actuel d'écouter quelqu'un qui a une intuition constructive ou une intuition de création et autres, et peut-être après de faire rentrer peut-être la norme qui permet de dire, bon, en effet, c'est une intuition qui a la capacité d'être construite, et non pas de dire, c'est la norme qui définira le modèle de la chose à construire. Voilà. Alors, tu enchaînes comment là? Tu veux que j'enchaîne? Oui. Alors, j'ai de la chance, parce que tu es resté bloqué sur une photo qui va m'aider à transiter vers la suite. En fait, cette photo, je pense, ça me fait penser au Gewandhaus Leipzig, parce que Gewandhaus, c'est aussi une salle boîte à chaussures, mais c'était dans une dispo toute nouvelle, puisque en fait, je crois qu'il y avait un balcon de chaque côté, avec le public qui se faisait face, et les musiciens jouaient à une des extrémités. Et alors, pourquoi le Gewandhaus? Parce que le Gewandhaus Leipzig a été dirigé pendant très longtemps par un illustre compositeur, je crois avoir entendu quelqu'un le dire, chuchoter ou pas, qui était Félix Mendelssohn. Et alors Félix Mendelssohn, évidemment, quand tu parles de... C'est assez intéressant, parce que ça va rejoindre ce qu'on était en train de dire. Mendelssohn, c'était un gars absolument extraordinaire, c'était peut-être le plus grand prodige de l'histoire de la musique, c'est-à-dire encore plus doué par nature, à la base, que Mozart, Schubert, des gens qui étaient très précoces aussi. On se rend compte que ce que Mendelssohn pondait à 16 ans, c'est encore plus fort que ce que Mozart, Schubert pondaient au même âge, respectivement. Mais il a eu la malédiction, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, d'être très très bien éduqué. Sérieusement, il a reçu une éducation absolument parfaite, il était doué en tout, et ça a été terrible, parce qu'en fait, ça lui a créé une espèce de corset, alors qu'il était entouré à l'époque de gens comme Schumann, Liszt, Beethoven, évidemment, qui étaient encore là, qui bousculaient l'ordre établi, qui créaient vraiment, enfin, il repoussait les murs, et Mendelssohn, le pauvre, alors que c'est le plus doué de tous, se retrouve dans son corset d'éducation, finalement, il a été, pour quelqu'un d'aussi doué, il a été un petit peu relégué au rang d'un romantique, mais tu vois, genre second couteau, on n'en parle jamais avec la même admiration qu'on parle de Beethoven ou Brahms. Et il y a un événement dans sa vie qui va se passer en 1847, donc c'est d'ailleurs la fin de sa propre vie, quelques mois après. Il va perdre sa sœur qui s'appelait Fanny, qui était probablement le personnage le plus important dans sa vie. Il perd sa sœur et en fait, il pète un câble. C'est-à-dire qu'il va écrire une œuvre qui ne ressemble plus du tout à ce qu'il a écrit jusqu'à présent, qui s'appelle l'Opus 80. C'est le dernier quatuor à cordes qu'a écrit Félix Mendelssohn, et dont le quatuor Elmire, c'est vraiment des transitions de télévision. Dans le quatuor Elmire, va vous jouer le premier mouvement. Ah, mais vous avez vu par rapport à l'acoustique, la porte est ouverte,
donc on peut accepter qu'il y a même un bruit de l'extérieur, on voit des gens passer, il y a un enfant qui a toussé, et donc on peut intégrer les éléments de la vie avec une œuvre. Et alors que très souvent, on ferme tout, on croit que voilà, d'ailleurs plus personne ne tousse, et puis à un moment donné, c'est l'entracte, tout le monde se met à tousser, on n'entend que ça, que des crachants, il y avait que des malades, quoi. Tout le monde, les gens vont aux toilettes, voilà. Et donc, c'est assez incroyable parce que ça me rappelle, maintenant que j'ai dépassé cet âge, pour les 70 ans d'Isaac Stern, il faisait chaud et on avait laissé les portes ouvertes pour rafraîchir la Grange au Lac. Et puis, bon, voilà, il arrive et il n'était pas encore arrivé pour un peu s'accorder et tout. Et il y a un oiseau qui est rentré dans la grange. Et donc, moi, je me suis dit, ça y est, voilà, pourvu qu'il ressorte. Impossible de le faire sortir. On avait ouvert les petits trappes en haut, il se cache, il ne bouge pas. Bon, on dit, il va être sage. Isaac Stern arrive, donc bon, c'était très comique, Rostro l'accueil et tout. Il joue et l'oiseau se met à chanter. Et au lieu de dire, bon, voilà, c'est foutu, c'est machin et tout, vraiment, mais comme des adolescents, quoi. Ils avaient tous 70, 72 ans, ça. Et à ce moment-là, Isaac Stern a fait la même note que l'oiseau. Comme ça, l'oiseau lui a répondu. Une fois, 2 fois, 3 fois, et quand il s'est installé dans le dialogue avec l'oiseau, il l'a assommé. Il s'est mis à jouer, mais comme vous tout à l'heure, là, comme ça, et d'un seul coup, l'oiseau, mais c'est comme s'il avait été tétanisé, il a absolument arrêté, et après, il a dit, alors maintenant, on peut jouer. Et c'est ça, parce que la salle, tout le monde avait eu peur, après les gens ont ri, après la vie s'est installée, la gaieté pour ces 70 ans s'est installée, et après ils étaient comme 4 espiègles sur la scène, ils n'avaient plus 70 ans, ils étaient, mais ils jouaient et tout, ça donnait envie, quoi. C'est comme quand Yehudi Menuhin raconte un soir comme ça en disant « Je pense que je vais quitter mon violon parce que mon coude n'est pas à la hauteur de mon violon ». Vous vous rendez compte, il quitte son Stradivarius quand même en disant « Je pense que je ne suis pas à la hauteur ». Voilà. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui peut dire ça alors que voilà, il a joué avec et un jour il l'abandonne et il donne son violon à un autre, quoi, voilà. Alors à qui il l'a donné? À Itzhak Perlman. Voilà, à Itzhak Perlman. Vous vous rendez compte, c'est magnifique, quoi. C'est comme ça un instrument qui a 300 ans pour jouer des pièces de plusieurs centaines d'années, et après maintenant quelqu'un de jeune joue avec, quelqu'un vieilli le redonne. Ah, on devrait vivre comme ça.